Bienvenue dans l'aventure sauvage. Je suis Merlicolore, je vous parle depuis ma campagne bretonne. Écoutez. Cet extrait du moyen-métrage d'animation de Walt Disney illustre à merveille le sujet d'aujourd'hui. Après tout, qui n'a jamais frissonné à la nuit tombante dans la nature ? Qui n'a jamais cru être saisi à l'épaule par la branche d'un arbre ? Qui n'a jamais eu de sueur froide en se promenant à la nuit tombante dans les bois ? Et qui n'a jamais entendu parler de superstitions liées aux animaux ? D'histoires véhiculées dont on ne sait les fondements, d'un caractère de mauvais augure attribué à certaines espèces plus qu'à d'autres ? Qui n'a jamais entendu parler d'espèces animales persécutées en raison des peurs et des croyances qu'elles font naître en nous ? Qui ? D'évidence, nous en avons tous entendu parler. La nuit, tous les chats sont noirs. Mais elle a l'air chouette cette vidéo. Mais qu'est-ce que tu fais là, Carmen ? Allez, psh, psh, oust, c'est pas ta vidéo. Oh bah d'accord. L'histoire vieille comme un peu plus récente regorge en effet de nombreux exemples. Et si je ne peux les évoquer tous, j'en évoquerai au moins quelques-uns. Les chats noirs persécutés, les corbeaux détestés, empoisonnés, cloués aux portes, les loups haïs et exterminés, les renards redoutés, ou encore les effrayantes chouettes de nos contrées, elles aussi clouées autrefois à nos portes. Quels sont les mécanismes qui, à partir d'une simple observation, nous conduisent à des interprétations fécondant des croyances ineptes ? Comment expliquer la cruauté qui résulte parfois de ces croyances ? Quels phénomènes ou quels comportements naturels d'une espèce peuvent bien donner lieu à de telles légendes et croyances ? Y aurait-il un fond de vérité dans ces croyances qui supportent mal de mourir ? Comment et pourquoi des espèces pourtant naturellement présentes dans nos écosystèmes sont détestées ou accusées de nuire à ces derniers ? Bref, pourquoi détestons-nous plus certaines bêtes que d'autres ? Ma foi, voilà beaucoup de questions. Commençons par le début. De quoi parle-t-on ? Pour le comprendre, il nous faut d'abord revenir sur l'origine des peurs et sur les mécanismes à l'œuvre dans l'apprentissage de la détestation d'une espèce. Car oui,
Il y a bien apprentissage de la détestation et du délit de sale gueule. Mais il y aurait aussi une origine évolutive à certaines peurs, notamment envers les araignées et les serpents, même si les causes de nos détestations sont certainement multifactorielles. Les peurs et les croyances sont anciennes. Face à un phénomène inhabituel, l'humain ne sachant comment réagir tente de ramener l'inconnu vers le connu. Notre environnement nous pousse à prendre des décisions sans forcément prendre le temps d'étudier toutes les données d'un problème. En somme, des décisions sont prises sans objectivité dans une situation donnée. C'est un réflexe humain. Une donnée importante à saisir pour comprendre l'illégitimité du raisonnement conduisant à détester une espèce. Face à un phénomène inconnu, il faudrait convoquer la connaissance, le questionnement, l'analyse. Mais nous invoquons plus facilement la simplification, la croyance, la superstition. Il est plus simple de détester quelque chose qui nous fait peur, plutôt que d'apprendre à surmonter cette peur. C'est aussi plus séduisant. C'est aussi de l'ordre de l'instinct de survie. Oui, mais même face à une espèce inoffensive ? Ah. Si la plupart du temps il y a au minimum un fond de vérité à ces croyances, le temps passant, l'imagination travaillant et les déformations dues à ce qui relève d'une littérature orale entraînent exagération et extrapolation. When I woke up, all of my sheep had vanished. Once my old man found out I'd lost the family flock, he'd beat my bottom black and blue. So I searched far and wide and farther still and finally stopped at the edge of the dark forest. After that, I hardly got a wink of sleep again. That incident ended my career as a shepherdess. L'animal ciblé devient un animal coupable. Ce dernier finit par être diabolisé dans certaines cultures, comme ce fut le cas pour les chats noirs, associés aux sorcières. Les chauves-souris, considérés comme une manifestation diabolique. Et que dire alors des corbeaux que l'on trouve représentés sur les tableaux de champs de bataille, et dont on a été jusqu'à donner leur nom aux dénonciateurs anonymes ? Éclairant sur leur diabolisation, non ? Il y a dans l'accusation de tous les maux possibles une recherche d'un sentiment de domination de sa peur, une volonté de la fixer et de justifier cette détestation. Il serait plus dur de chercher à l'analyser et à s'y confronter. On peut être dans l'incompréhension la plus totale vis-à-vis d'un phénomène tout en affirmant comprendre celui-ci. Et ça marche parce qu'il y a un minimum de vérité là-dedans. Pour reprendre l'exemple des corbeaux, oui, ce sont des nettoyeurs des champs de bataille, parce qu'ils sont des nettoyeurs de la nature, essentiels à son équilibre. L'horreur qu'ils nous inspirent est fondée sur notre culture, et finit par déboucher sur des exagérations. Pour qui s'est intéressé à la littérature orale, aux contes et aux légendes, l'on remarque vite que l'élément naturel est souvent au cœur de ceux-ci. Historiquement, la nature est à la source de l'inspiration de nos imaginaires parfois débridés. Tout ce qui constitue la nature est prétexte au débordement de l'imagination. Notons ainsi les cris, comme ceux peu mélodieux,
dont sont capables les corvidés et qui ont tendance à nous évoquer un univers sinistre. Certainement, le cinéma n'y est pas pour rien. Notons encore les couleurs, comme celle des chats noirs, ou plus largement celle des yeux d'un chat dans la nuit, ou bien encore le noir des corbeaux, ou de tout autre animal. Dans notre culture occidentale, le noir n'étant pas considéré de manière très positive. Certains rampants et gluants ont des yeux couleur d'enfer. Notons encore les formes de certains animaux, et en particulier des insectes. Ainsi, le papillon Polygonia album est appelé Robert le Diable en raison de la tête d'un diable qui semble se dessiner par le contour extérieur de ses ailes repliées lorsqu'il est posé. Oui, beaucoup d'imagination, je vous dis. Il faut relever aussi le comportement, qu'il soit habituel ou non. Ainsi, une espèce sauvage n'ayant pas peur de l'homme interpelle. Les pies bavardes sont réputées voleuses, alors que les études démontrent que seules celles apprivoisées sont attirées par les objets humains. Les sauvages, elles, sont simplement des animaux intelligents et curieux, qui s'intéresseront à n'importe quel objet inattendu dans leur environnement, qu'il soit brillant ou non. Les grands corbeaux et d'une manière générale, tous les oiseaux charognards rappellent des scènes terribles et véritables, dans lesquelles ces derniers se nourrissent sur des cadavres, parfois humains. Ce sont, comme je le disais plus tôt, les nettoyeurs de la nature. De même, les oiseaux volant en groupe comme les étourneaux ou les quiscales impressionnent d'un bout à l'autre de la planète. Un air d'apocalypse ? Non, juste un phénomène naturel. Et encore, ce ne sont là que quelques exemples parmi les plus communs. Tout ceci amène à des jugements de valeur et à une hiérarchie des espèces selon la vision de l'homme. Ainsi, il y a d'un côté les bêtes utiles, donc bonnes, et de l'autre les inutiles, et parmi elles les mauvaises, et encore parmi ces dernières, quelques-unes plus cruelles et plus malignes encore. Au-delà des peurs que peuvent suggérer des rencontres inattendues et des comportements inhabituels d'espèces, il faut considérer une autre source dans la détestation de certaines espèces. Il y a souvent un point commun entre ces dernières. Ce sont des prédateurs. Et les prédateurs sont connotés négativement dans notre culture. Ce sont des concurrents alimentaires de l'homme, comme le loup, les corbeaux ou le renard. Et en cela, il faut lutter contre eux pour subvenir à ses besoins. Ce sont des animaux dont l'intelligence des raisonnements interpelle l'homme ou perturbe ses activités, les corvidés en particulier. Why, Pudgy, are you going to help me? Oh, you're getting to be a regular little farmer dog. Here, Pudgy, as you sow, so shall you grow. So. Uh-huh. Now maybe you'll get a dogwood tree right up there, see? Ah, that's nice. Et c'est peut-être l'habileté et l'absence de peur de l'homme dont font preuve certaines espèces qui fait que ce dernier se met à les redouter. Les pies sont presque effrontées quand on les observe. Mais effronter, c'est une lecture humaine d'un comportement animal.
films, ou plus largement l'univers culturel contemporain, ne présiderait-il pas à la perpétuation de ces répulsions ? Hitchcock et ses oiseaux ne nous reviennent-ils pas en mémoire lorsqu'au travers d'une vidéo virale, on découvre des centaines de kiscales se nourrir sur un parking de supermarché ? La détestation résulte d'un apprentissage. Celui-ci est à l'œuvre dans les croyances véhiculées par tout un chacun et se retrouve même parfois jusque dans nos dessins animés. Qui n'a jamais remarqué que les méchants d'une histoire sont souvent représentés par l'intermédiaire d'animaux prédateurs ? These nasty old wolves dressed one of their kind to look like little Bo Peep. Out he did go with one thought in mind, to capture the poor little sheep. Le shérif de Nottingham dans Robin des Bois de Disney est un loup. Les crocodiles dans Bernard et Bianca sont méchants. Idem pour le serpent K dans le livre de la jungle. Tout cela n'est qu'affaire de culture. Les corbeaux si sinistres dans notre culture occidentale ne le sont plus tant dans d'autres cultures, notamment nordiques ou amérindiennes. Aussi, dans nos représentations culturelles, les prédateurs sont des méchants, et les proies les gentils. Insidieusement, nous appliquons ce même raisonnement dans la nature. Un prédateur est méchant, une proie est sans défense. Or, c'est une vision réductrice. D'abord parce que tout être ou presque s'inscrivant dans une chaîne alimentaire est proie et prédateur. Ensuite, parce que nous appliquons ce raisonnement qu'à quelques espèces, dont les prédations sont notamment visibles, et parce que nous nous émouvons bien plus de la capture d'un lapin que de celle d'une chenille ou des insectes en général. Pourtant, tout être vivant est utile à son écosystème d'origine, et tout être vivant a le droit de se nourrir, de se reproduire, de vivre, sans qu'on l'empêche en cherchant à le réguler ou à le faire fuir de son jardin. Bref, ce raisonnement est faux, et engendre une vision des écosystèmes totalement biaisée. Rappelons que la nature n'est ni belle, ni cruelle. Elle est juste la nature. Et si certains s'obstineront toujours à y voir de la cruauté, disons que ce ne sont là que quelques désaccords lexicaux, qui ne contredisent pas ces quelques règles de biologie élémentaire. Petit message pour vous prévenir que mes calendriers 2023 sont d'ores et déjà disponibles en prévente sur mon site internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Partagez-la à vos amis et prenez soin de vous.